Cette vidéo concerne le module de DUT en semestre 2 béton armé. Il s'agit du deuxième cours destiné à l'apprentissage du calcul de structure au sens des Eurocode 2. Le plan de cette présentation sera découpé en 4 parties avec dans un premier temps l'approche réglementaire, puis nous verrons comment les lois de comportement sont simplifiées avant d'aborder la problématique du calcul réglementaire et des dispositions constructives. Comme nous l'avons vu dans le premier cours, le béton armé existe depuis la fin du 19e siècle et il faut attendre 1906 pour voir un premier règlement de quelques pages apparaître. Ensuite, un règlement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus complet, c'est le BA 45, est apparu, permettant de proposer des méthodes de calcul réglementaires. Ces règlements ont évolué au fil du temps, avec donc la dernière réglementation française qui est le BEL 93. Avec la création de l'Europe et l'extension des Eurocodes, nous avons depuis les années 2000 un Eurocode 2 destiné au calcul européen des structures en béton armé. Le calcul réglementaire au sens des Eurocodes se répartit suivant la nature des matériaux. Ainsi, nous avons l'Eurocode 2 qui traite des structures en béton armé. Vous abordez également le calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3 qui est abordé au semestre 2 également. Les calculs des structures mixtes au sens de l'Eurocode 4 n'est pas abordé à l'IUT. Quant aux structures en bois, elles sont traitées au semestre 3 en abordant l'Eurocode 5. Il existe d'autres Eurocodes que vous verrez dans d'autres matières, telles que la géotechnique avec l'Eurocode 7. La maçonnerie est traitée dans l'Eurocode 6, n'est pas abordée au sens du DUT. L'Eurocode 8 concerne plus précisément le calcul parasismique et l'Eurocode 9, les structures en aluminium. Alors, si vous vous souvenez du cours d'action du semestre 1, les Eurocodes introduisent différentes situations pour les structures. Nous avons dans une majorité des cas un calcul au sens de la durabilité. Les structures sont en service. Nous pouvons avoir des structures transitoires qui existent uniquement pour les phases de chantier et l'Eurocode considère également les structures sous chargement accidentel ou sismique. Pour chacun des cas, nous verrons qu'il y a deux cas de figure, le LS et le LU, que nous avons déjà abordés lors du semestre 1. Lors de ce semestre 1, nous avons abordé les bases de calcul des structures au sens de l'Eurocode 0 et l'Eurocode 1, qui nous permettent de définir la nature des charges, leur évaluation, de façon à pouvoir calculer les sollicitations qui s'appliquent sur une structure. Sur la base de ce que l'on a fait dans le cadre du module Action, nous sommes en mesure de calculer chacune des charges qui s'appliquent sur un ouvrage, suivant la nature des matériaux utilisés, des revêtements, la nature de l'utilisation d'un ouvrage. Je vous rappelle que les catégories de bâtiments vont permettre de calculer des charges dites d'exploitation, permettant d'avoir une image précise de ce que l'on appelle la descente de charge. L'ensemble de ces charges sont pondérées suivant des coefficients en fonction de la nature des charges, charges permanentes, charges d'exploitation, voire des combinaison de charges d'exploitation si l'ouvrage est utilisé de plusieurs façons. Ce calcul réglementaire nous permet d'envisager différents scénarios de chargement. Par exemple, lorsque un ouvrage est sollicité, une toiture, par des charges permanentes, des charges d'exploitation et des charges de neige, on va imaginer les différentes possibilités de chargement entre permanent, exploitation et neige, pondérer l'ensemble et proposer ce que l'on appelle des cas de chargement qui peuvent être très nombreux pour une structure. L'ensemble de ces charges sont réparties suivant les combinaisons d'actions et suivant aussi l'utilisation, c'est-à-dire au niveau des cas d'étude, on peut avoir des calculs aux états limites de service, où les charges vont être plus réalistes, mais aussi vis-à-vis des ELU, où l'intensité des charges est volontairement exagérée de façon à se prémunir de tout risque de rupture. Au terme de ce calcul, si vous vous souvenez ce qui a été fait au semestre 1, nous obtenons des descentes de charges qui permettent pour chaque type d'élément de structure, dalle, poutre, poteau,
d'obtenir la sollicitation, c'est-à-dire le niveau d'intensité de la charge normale, de l'effort tranchant et du moment. La connaissance de l'ensemble de ces charges, des conditions limites, de la nature des éléments de structure sont à mettre en relation avec le cours de mécanique des structures. En effet, l'origine du calcul de structure est la définition de la nature de la structure. Vous avez par exemple ici une poutre de 5 mètres de portée qui comporte différentes natures de charges permanentes et d'exploitation, ce qui permet de calculer un moment théorique de ruine qui est, pour cette structure, de l'ordre de 0,500 MN/m. Ce calcul est la base d'entrée du calcul de structure en béton armé et donc il faut impérativement faire un lien entre les différents modules de structure. Sur cette base, nous allons aborder le calcul des structures en béton armé. Lorsqu'on connaît les sollicitations qui s'appliquent sur une poutre, un poteau, une fondation, on va ensuite faire un calcul réglementaire. Ce calcul vise à faire un prédimensionnement de la structure, puis, en envisageant l'ensemble des conditions d'utilisation, définir deux types de calculs réglementaires. Le premier concerne un calcul aux états limites ultimes. Celui-ci vise à remplir des fonctions de résistance. Ensuite, nous allons faire un calcul aux états limites de service qui vise à son utilisation. Cette notion d'état limite vise à identifier des phénomènes préjudiciables sur la structure sur lesquels on souhaite éviter soit l'instabilité, soit la rupture, le défaut d'équilibre, l'ouverture de fissures, la flèche ou le confort vibratoire. C'est bien l'ensemble de ces éléments que nous allons vérifier sur le calcul réglementaire en abordant la problématique par deux états limites. Le premier, c'est l'état limite ultime. L'objectif, c'est le non-effondrement de la structure et de façon à ce que l'objet que l'on est en train de construire ne tombe pas en panne. Dans notre secteur, on ne peut pas se permettre d'obtenir une structure que l'on ramène comme une voiture au garage pour une révision. La structure doit durer 100 ans et doit être très résistante. Ensuite, dans sa phase de service, nous avons une structure qui doit être utilisée au quotidien d'une façon confortable, sans trop de fissuration, sans trop de flèches et avec une très grande sécurité du point de vue de son utilisation. Le calcul réglementaire aborde donc différentes conditions d'utilisation entre ELU et ELS. Comme nous l'avons vu au premier semestre, ces calculs aux ELU et aux ELS considérons soit des problèmes d'équilibre de structure. Avant le moindre calcul d'éléments de structure, il faut veiller à ce que la structure reste en équilibre dans toutes les conditions de sollicitation. Ceci a été vu dans le module action. Et enfin, le calcul structurel aux ELU évite la rupture. En service, il ne faut pas trop de déformation. Ce que vous devez donc retenir, c'est que le calcul réglementaire que nous allons traiter veille au non-effondrement du calcul de structure aux états limites ultimes, ce qui correspond à une ruine théorique de l'objet que nous sommes en train de calculer. Puis, dans sa vie de tous les jours, nous devons assurer que la structure n'est pas trop fissurée vis-à-vis du client, mais aussi que le niveau de contrainte dans les matériaux est suffisamment faible pour éviter tout risque de rupture différée. Il s'agit de faire en sorte que la structure dure longtemps. Après avoir introduit les notions d'état limite ultime et état limite de service, il faut maintenant parler des valeurs caractéristiques et valeurs de calcul. Vous savez tous ce que c'est qu'une caractéristique pour un objet, un temps durée d'appel en charge par exemple pour un téléphone, le temps qu'il faut pour atteindre 100 km/h sur une voiture. Ces caractéristiques physiques et mécaniques sont propres à chaque matériau. Elles sont données par un fournisseur par rapport à une approche probabiliste qui fiabilise la donnée, c'est-à-dire qui garantit au client que son produit est conforme à la caractéristique qui est donnée. Dans notre cas d'étude, le béton armé, nous ne pouvons pas rester sur ces caractéristiques fournisseurs. Dans la construction, nous allons donc acheter des matériaux qui ont des caractéristiques mécaniques propres, un béton C30 à 30 MPa garanti à 28 jours,
un acier S500 à 500 mégapascales de résistance en traction garantie. Nous allons transformer ces matériaux en bâtiments, en ponts, et nous devons nous engager vis-à-vis du client à une durée de vie quasi pas infinie, mais en tout cas de l'ordre de 50 à 100 ans. Nous allons donc prendre des précautions et passer à des valeurs de calcul. Ces valeurs de calcul sont minorées, on sous-estime la performance des matériaux de façon à rentrer dans un domaine encore plus sécuritaire qui s'affranchira de toute problématique de durabilité ultérieure. Il est important de noter que les valeurs caractéristiques dans les eurocodes sont notées avec un petit indice K, alors que les valeurs de calcul sont notées avec un petit indice petit d. Cette notion de valeur caractéristique et valeur de calcul est importante car c'est la base du calcul béton armé. Nous allons maintenant aborder la question des lois de comportement du béton et de l'acier. Dans un premier temps, concernant le béton, les propriétés mécaniques vont être normalisées, c'est-à-dire que chaque gamme de résistance de béton va avoir des propriétés en traction, en compression, des niveaux de déformation à la rupture que l'on peut parfaitement identifier dans des tableaux que l'on analysera plus en détail dans la partie des travaux dirigés. Ces tableaux garantissent que tous les ingénieurs prennent les mêmes valeurs de calcul pour faire le calcul réglementaire. Dans un deuxième temps, nous avons vu dans le premier cours que les lois de comportement du béton peuvent être obtenues grâce à des essais sur cylindre. Ces lois de comportement suivent des courbes non linéaires qu'il n'est pas facile de traiter dans le cadre d'une approche réglementaire. L'enjeu est donc de faire des simplifications pour permettre aux ingénieurs de faire des calculs avec plus de facilité. La première simplification consiste à modéliser la loi de comportement en contrainte déformation. L'Eurocode propose une loi de comportement qui est une relation mathématique entre les contraintes et les déformations. Vous pouvez noter que l'équation mathématique reste pas forcément facile à utiliser. La deuxième simplification vise à transformer la loi de Sargent en une loi bilinéaire, élastique, plastique, qui intègre la sécurité sur les matériaux. Nous allons passer des valeurs caractéristiques aux valeurs de calcul grâce à des coefficients de sécurité que l'on applique. Cette simplification n'est pas forcément particulièrement grave sur les structures, car elle va permettre de faire un calcul beaucoup plus rapidement, tout en gardant une sécurité. De façon à garantir la durabilité des bâtiments et des ponts, nous introduisons dans la loi de comportement du matériau béton, vis-à-vis de sa résistance, deux coefficients. Le premier alpha cc et le deuxième gamma c. Gamma c est une constante qui vaut 1,5 pour tous les bétons et alpha cc est égal à 1. Cette valeur est une valeur qui peut varier d'un pays à un autre, mais en France, on a pris cette valeur de 1. Alpha cc correspond à une notion de durabilité suivant l'environnement dans lequel se trouve le béton. Il faut noter que bien que l'Eurocode soit applicable dans tous les pays européens, chaque pays, au gré de ses annexes nationales, peut préciser certaines valeurs. C'est assez compréhensible dans la mesure où il est inutile d'être très sévère sur des structures qui voient quasiment jamais de gel-dégel, comme des structures du sud de l'Europe, ou alors il est important de faire plus attention sur des structures qui ont des climats rudes, comme ceux du nord de l'Europe. Pour s'adapter à cela, l'Eurocode prévoit des annexes nationales où chaque pays peut définir des petits coefficients d'ajustement propres à chacun des pays. Dans ce cadre, chaque ouvrage dimensionné dans chacun des pays doit respecter les Eurocodes et les annexes nationales de chacun des pays. Concernant l'acier maintenant, la loi de comportement de l'acier est plus simple. Elle est élastique, plastique, avec un écrouissage. L'écrouissage correspondant au regain de résistance après un premier palier plastique, puis la rupture de l'éprouvette est obtenue par strection.
vous avez vu cet essai au semestre 1 dans le cadre des cours de matériaux. Le règlement prévoit de simplifier cette loi de comportement bilinéaire de l'acier en approchant une valeur caractéristique importante, celle correspondant à la plastification de l'acier, qui est fixe dans la mesure où l'acier de construction utilisé pour fabriquer des armatures a une limite élastique à 500 MPa. Cette valeur n'a pas toujours été de 500, mais les aciers modernes, depuis les années 90, ont 500 MPa de limite élastique. La modélisation réglementaire de cette loi de comportement, un petit peu compliquée, est simplifiée avec une loi strictement bilinéaire. L'acier augmente d'une façon élastique jusqu'à sa limite élastique, puis se déforme d'une façon constante jusqu'à sa rupture. On introduit ensuite un coefficient gamma indice S qui vaut 1,15. Cette valeur est plus faible que le béton car l'acier est réalisé en usine de façon parfaitement contrôlée. Ses propriétés sont donc connues avec plus d'assurance. La valeur réglementaire de la résistance de calcul, notée F indice YD, vaut donc FYK divisé par gamma S qui vaut 1,15. En fonction de la capacité d'allongement de l'acier, on a trois catégories, trois classes, A, B et C. Ces classes sont généralement dédiées à une utilisation suivant le risque parasismique, par exemple, pour garantir plus de ductilité, plus de capacité d'allongement. Généralement, c'est la classe B qui est la plus usuelle. Nous avons donc terminé cette approche sur les lois de comportement. Vous avez compris que nous simplifions les lois de comportement des matériaux de façon à faire du calcul réglementaire que nous allons maintenant aborder. Dans un premier temps, le calcul de structure béton armé se fait en abordant le risque de rupture. Le calcul commence donc par définir les propriétés géométriques et matérielles sur la base d'un calcul aux états limites ultimes. Lorsque l'on débute un calcul de structure de type poutre en béton armé, nous avons un certain nombre d'inconnus. La largeur de la poutre, notée BW, la hauteur de la poutre, notée petit h, la section d'armature dont nous avons besoin, notée A indice petit s, comme Area of Steel, puis les propriétés des matériaux que nous venons de voir, telles que la résistance du béton en compression et la résistance de l'acier au niveau de sa limite élastique. Au début du calcul, nous avons donc un total de 5 inconnus. De façon à avancer, l'ingénieur va fixer la hauteur de la poutre comme étant égale généralement au dixième de la longueur de la poutre notée grand L. Puis, la largeur de la poutre, notée BW, sera prise égale à 1/3 de la hauteur. Il ne nous reste plus qu'à fixer les propriétés des matériaux. On peut choisir une gamme de béton, une gamme d'acier, et nous n'avons donc plus qu'une seule inconnue à trouver, c'est la section d'acier qui va nous permettre de garantir la solidité de la structure. Pour aborder le calcul de béton armé, il faut prendre un certain nombre d'hypothèses pour simplifier notre approche. Nous conservons les hypothèses de la mécanique des poutres comme quoi les sections planes restent planes. Nous considérons que les armatures sont parfaitement adhérentes au béton. Nous considérons également que le béton tendu est négligé. Nous avons vu qu'il était peu résistant. Inutile donc de s'encombrer avec cette résistance dans la mesure où elle apportera peu de contribution. Les contraintes dans le béton sont déduites des lois simplifiées concernant le béton en compression. Il en est de même pour l'acier. Enfin, les sections d'armature, pour simplifier, sont supposées uniques, concentrées au niveau du centre de gravité de l'armature, ce qui nous permet de définir une position petit d de l'armature par rapport à la fibre la plus comprimée. La première hypothèse concerne donc le fait que les sections planes restent planes. En mécanique des poutres, on considère qu'une poutre soumise à un moment
voit ses déformations évoluer dans la hauteur de sa poutre avec une partie comprimée et une partie tendue. Autour de ces efforts de compression et de traction au sein de la section de la poutre, il y a un axe où il n'y a aucune déformation, c'est la notion d'axe neutre. Cet axe neutre, dans notre cas, ne sera pas forcément centré. En effet, nous avons différents matériaux, de l'acier et du béton, et un béton qui se fissure. Cela va ajouter une inconnue à notre problématique, dans la mesure où si nous n'avons pas la connaissance de cette position d'axe neutre, il sera difficile par exemple de calculer les efforts internes. Ces efforts peuvent être calculés sur la base de la section de la poutre et des lois de comportement. Mais nous avons besoin de la position de l'axe neutre pour pouvoir calculer les moments internes, les fameux moments internes qui équilibreront les moments externes qui permettront de faire du calcul de structure béton armé. En effet, si vous vous souvenez du premier cours, l'enjeu est de correctement dimensionner la structure de façon à ce qu'il y ait suffisamment de béton et d'acier pour équilibrer les moments qui s'appliquent sur la structure. Le calcul réglementaire va donc simplifier les choses. Première simplification, la loi du béton va encore être simplifiée pour calculer l'effort que peut reprendre le béton en compression. La loi bilinéaire va être transformée en simple rectangle en réduisant la hauteur à 0,8 fois la hauteur de béton comprimé, ce qui permettra de traiter l'intégration de surface beaucoup plus facilement et de calculer FC très rapidement. L'objectif est donc de trouver deux équations puisque nous avons deux inconnues. Ceci sera fait grâce aux équations de la mécanique des poutres qui nous dit que les forces de compression sont égales aux forces de traction. D'autre part, nous savons que la section est en équilibre si les moments internes sont équilibrés par les moments externes. La connaissance de ces deux équations vont nous permettre de résoudre notre problème avec deux équations, deux inconnues, et de trouver la section d'acier qu'il faut. Les forces de compression peuvent s'écrire comme étant égales la résistance du béton en compression que multiplie la section comprimée, soit 0,8 fois XU, position de l'axe neutre, fois BW. Ces forces sont égales à la section de l'acier que multiplie la résistance de l'acier en traction, ou le niveau de contrainte qui sont atteints dans l'acier au moment de la rupture. Nous avons donc toujours une équation et deux inconnues, la position de l'axe neutre et la section d'acier. Il faut donc introduire maintenant l'équilibre des moments internes. La mécanique des poutres nous permet de connaître le moment qui s'applique sur notre poutre, noté M indice petit u, parfois également noté M indice SD pour moment sollicitant de dimensionnement. La connaissance de ce moment doit être équilibrée par un moment interne autour de l'axe neutre, grâce aux forces FC et FS. L'équilibre de ce moment interne par rapport à différents points, par rapport à l'armature nous aurions FC fois Z, par rapport au béton nous aurions FS fois Z, va nous permettre d'avoir un système de deux équations avec deux inconnues, AS et Z. La résolution de ce système d'équations à deux inconnues, deux équations, va nous permettre de calculer la section d'acier dont nous avons besoin pour le calcul réglementaire de notre structure. Si l'on considère que l'équilibre du moment interne équilibre le moment externe MU, grâce aux aciers, on peut écrire que MU est égal à sigma S fois S fois Z, sigma S fois AS étant la force qui est développée dans les aciers. Nous pouvons donc écrire que AS est égal à MU sur Z fois sigma S. Et si dans une première approximation on fixe une valeur de Z, nous pourrions alors calculer les sections d'armature. Sur l'exemple de la poutre de tout à l'heure, prenons l'hypothèse que Z était égal à 0,8 fois la hauteur. C'est une première approximation. Nous pouvons donc traiter cet exemple numérique. L'exemple que nous avions donné tout à l'heure était une poutre dont le moment ultime était de 0,481 MN/m. Cette poutre avait une hauteur de 60 cm.
En première approximation, on pourrait donner la valeur de 0,48 mètres pour Z, qui est le bras de levier interne, distance entre la force de compression et la force de traction, ce qui nous permet d'aboutir à un calcul de section d'acier à indice S qui vaut 23 10-4 m², soit 23 cm². La connaissance de cette section va nous permettre de choisir des aciers et de définir notre section béton. Si l'on arrive à connaître la position de l'axoneutre, il est alors possible de calculer la section d'acier. Nous allons donc envisager deux cas de figure, soit la poutre est surarmée, autrement dit, la rupture a lieu par la compression du béton, on appelle ça le pivot B, soit la poutre est sous-armée, dans ce cas la rupture intervient dans la partie basse et on parle de pivot A. Suivant ces configurations géométriques, on définira différentes positions d'axe neutre et différentes hypothèses permettant de calculer cette position d'axe neutre. Deux inconnus subsistent dans notre problème, la position de l'axe neutre et la section d'acier. En général, le pivot B est évité pour ne pas avoir de rupture fragile. On privilégie donc toujours un mode de rupture en pivot A avec un calcul d'axe neutre intégrant la plastification des aciers. Ceci permet de mettre en équation l'ensemble du problème en intégrant la problématique de l'équilibre des moments, moment externe égale moment interne, et la somme des efforts internes est égale à 0. Cette mise en équation, que l'on pourra rediscuter, permet de calculer une position d'axe neutre en tenant compte de ces hypothèses de ruine par les aciers plastifiés. On introduit le coefficient mu-u qui permet de définir si le coffrage est correct. Le calcul de ce coefficient va nous permettre de préciser si nous sommes plutôt en pivot B ou en pivot A. Dans le cas d'une rupture en pivot B, dite poutre surarmée, on redimensionnera le coffrage de façon à conduire systématiquement les structures de type poutre à une rupture plutôt sous-armée, ductile et sécuritaire. C'est le point de départ de notre calcul, vérifier si les coffrages, les hypothèses que l'on a prises sur la largeur et la hauteur de la poutre, permettent d'un calcul approprié. L'enjeu est donc de calculer une section économique du point de vue de la matière, prendre la bonne quantité de béton en fonction de la bonne quantité d'acier. Il s'agit donc systématiquement de se placer dans un cas de figure où la poutre est sous-armée. Nous allons voir l'ensemble des étapes de calcul qui permettent d'atteindre cet objectif. Nous resterons donc dans une hypothèse de rupture en pivot A. En fonction de la quantité de béton que nous choisisserons de mettre, nous aurons donc des profils de déformation à la rupture différents. Systématiquement, on part de l'hypothèse que la ruine interviendra par les aciers tendus. Ceci permet d'être dans le domaine de la sécurité et de proposer, si le calcul de structure est bien fait, une section économique du point de vue béton et acier. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'intégralité de ce process de calcul, mais les principales étapes sont les suivantes. D'abord, on calcule le moment réduit, comme étant égal à mu sur BD carré FCD. Ce moment réduit doit être inférieur à un moment limite, conduisant à être certain que l'on est en pivot A, sinon le coffrage doit être redimensionné. Nous calculons ensuite respectivement la position d'axe neutre, le bras de levier interne, et comme dans l'exemple précédent, nous aboutissons au calcul de la section d'armature. Un cas particulier concerne les sections dites hantées. Lorsqu'une table de compression plus importante existe dans le cas des structures, le mode opératoire en termes de calcul est légèrement différent. On intègre que le fait que la section n'est plus rectangulaire mais hantée, avec une table de compression qui va reprendre une bonne partie des efforts de compression. Dans cette configuration, plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Soit l'axe neutre est dans la table de compression, auquel cas on revient à un calcul de section classique en rectangulaire avec une très grosse largeur de section, BEF. Soit la section est partiellement comprimée, c'est-à-dire que l'ensemble de la table de compression ne suffit pas et la nervure, la partie verticale, est soumise à la compression. Dans ce cas, le calcul se fait par superposition en considérant par exemple que la section hantée se décline en plusieurs sections rectangulaires
typiquement en prenant les ailes, illustrées ici en rouge, puis en calculant la partie centrale comme une section rectangulaire. La somme des contributions étant donc la superposition des deux types de sections. Ce cas de calcul de section en T est un petit peu spécifique, nous ferons un TD spécifique sur le sujet. L'ensemble de la section est défini, la largeur, la hauteur, la quantité d'acier, le type de béton et le type d'acier. Nous allons maintenant aborder le calcul aux états limites de service. À l'ELS, les hypothèses suivantes sont prises, les sections planes restent toujours planes, les armatures sont parfaitement adhérentes, la résistance d'extraction du béton est toujours négligée, et l'ensemble des matériaux ont un comportement élastique, y compris le béton. Les sections d'armature sont toujours concentrées au centre de gravité. L'objectif est de satisfaire le client, à savoir, il est important que la fissuration ne soit pas trop importante, mais surtout que les limitations des contraintes soient respectées. Cette condition est importante pour garantir le non-effondrement de la structure à long terme. Nous pouvons également limiter les déplacements verticaux appelés flèches dans les structures, ceci par exemple pour éviter d'avoir trop de déplacements sous les cloisons fragiles de type placoplâtre. Dans ce cas, la flèche est limitée au 5/100 de la portée. Il faut faire attention que dans cette configuration, les moments sont calculés aux états limites de service. La limitation des contraintes va concerner les bétons et les aciers. Concernant le béton, on limite à 60% de la valeur caractéristique du matériau sous les combinaisons caractéristiques et en environnement de type XS, XF ou XS que je déclinerai par la suite. Si nous avons des charges importantes de longue durée, on va avoir des risques de fluage et la limitation de contrainte sera limitée à 45% de FCK. Concernant les aciers, la problématique est beaucoup plus simple puisqu'on limite systématiquement le niveau de contrainte dans les aciers à 80%. Pour calculer les contraintes, il faut connaître le moment, l'inertie et la position d'axoneutre. Le moment peut être calculé dans les conditions de calcul aux états limites de service des sollicitations. Quant à l'inertie, elle est plus compliquée à obtenir dans la mesure où notre poutre fissure et est constituée de deux différents matériaux. Dans le cas d'une section non homogène, il est possible d'homogénéiser la section en tenant compte des modules d'élasticité de chacun des matériaux constituant la section et de tenir compte de la fissuration du béton. Nous sommes alors devant un système d'équations relativement simple à résoudre, intégrant un coefficient d'équivalence acier-béton égal à 15, ce qui permet de considérer que nous n'avons plus qu'un seul matériau, puis de calculer la position d'axoneutre en résolvant une équation du second degré, puis le calcul de l'inertie de la section fissurée se fait en considérant le principe de Huygens. Il est alors possible de calculer la contrainte dans les aciers, la contrainte dans le béton, en utilisant les formules de la RDM classique. Nous aurons l'occasion de détailler l'ensemble de ces équations lors du TD. Pour les sections en T, le calcul est relativement similaire avec quelques spécificités dans lesquelles nous ne rentrerons pas aujourd'hui. L'ensemble de ces équations seront détaillées au travers d'un exemple pour permettre de mieux comprendre les hypothèses de calcul qui sont faites pour les sections en T. Lorsque les contraintes sont vérifiées, il s'agit de vérifier l'état de fissuration de la poutre en béton armé. Celle-ci doit être inférieure à une valeur seuil pour garantir la durabilité et les aspects esthétiques. Généralement, nous le verrons par la suite, il existe plusieurs classes d'environnement pour les structures. En fonction de ces classes d'environnement, l'ouverture de fissure est limitée de 0,2 à 0,4 mm. Ces ouvertures de fissure limites de 0,2 à 0,4 mm dépendent de l'environnement. Ainsi, suivant les classes d'environnement du bâtiment, sans ou avec humidité, on va pouvoir définir des classes nommées par exemple XC 1, 2, 3 ou 4.
lorsqu'il s'agit de problématiques de gel-dégel, on va introduire des notions de XF pour les ouvrages exposés. On peut aussi tenir compte des attaques chlorure ou des eaux agressives pour certaines ambiances, typiquement les piscines. Dans ce cas, les structures sont XD, 1, 2 ou 3 suivant le niveau d'agressivité. En milieu marin, les structures sont en milieu XS, de nouveau graduellement suivant le niveau d'exposition. Pour finir, lorsqu'on est en site industriel, les structures peuvent être classées en environnement XA. Suivant l'ensemble de ces classes d'environnement, il est possible de définir le seuil limite de fissuration que l'on ne veut pas obtenir. Et en fonction du niveau de contrainte dans les aciers, il existe donc deux méthodes de calcul. Soit cette méthode indirecte, si on connaît le niveau de contrainte dans les aciers et qu'il est suffisamment faible, on est certain qu'il n'y aura pas de problème. Si par contre la contrainte dans les aciers est trop élevée, il faut alors faire le calcul de l'ouverture de fissure. Ce calcul se base sur le calcul de l'espacement des fissures, nommé SR max, et la différence entre la déformation des aciers et du béton non fissuré. Celle-ci peut être faite en ayant connaissance du niveau de contrainte dans les aciers et de la résistance du béton. En fonction de différents coefficients d'ajustement, on obtient donc la valeur de l'ouverture de fissure que l'on compare avec celle qui est limite, la limite étant donnée par la classe d'environnement de l'ouvrage. Nous avons donc terminé l'intégralité des calculs d'une section en béton armé. De façon à éviter de vous tromper dans l'ensemble de vos calculs, je vous invite à prendre quelques précautions sur les unités. Pour les forces, je vous recommande d'utiliser le méganewton, qui est 10 puissance 6 newton. Pour les sections, utilisez le mètre carré, 1 mètre carré étant égal à 10 puissance 4 cm². Pour l'ensemble des contraintes et des résistances des matériaux, utilisez le mégapascal. Et pour les moments, utilisez le méganewton mètre. Ceci vous permettra d'effectuer des calculs homogènes et des résultats qui seront cohérents. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de ce cours destinée à vous introduire quelques dispositions constructives assez rapidement puisque nous aurons l'occasion de les détailler plus tard. Première disposition constructive importante, c'est l'enrobage. L'enrobage des armatures permet de garantir la durabilité et la non-corrosion des armatures. Avant de débuter le calcul des enrobages, il est important de savoir quelle est la classe de durée d'utilisation du projet. Nous n'avons pas du tout la même problématique si l'on travaille sur une structure qui va avoir une durée de vie de l'ordre de 10 ans ou de 100 ans, surtout s'il s'agit de bâtiments stratégiques. Pour l'ensemble de ces durées de vie, on va définir des classes d'usage structural de 1 à 5 permettant d'affiner le calcul des enrobages. L'objectif des enrobages est de définir une distance entre l'armature et la peau de coffrage, tout en respectant des distances entre armatures permettant un bon coffrage. Celui-ci est défini en relation avec la taille des granulats. L'enrobage va donc permettre d'obtenir une bonne transmission des efforts d'adhérence entre l'acier et le béton, une protection de l'acier contre la corrosion et une résistance au feu convenable. L'ensemble de ces critères peut être respecté en fonction des conditions d'exposition de la structure qui ont été déjà définies préalablement. Il est possible de calculer l'enrobage nominal des armatures, C-nom, comme étant l'addition entre une valeur minimum dépendant de la classe d'exposition de la poutre, auquel on va ajouter différents paramètres qui dépendent de la durabilité, de la nature des aciers et des conditions d'adhérence. Pour la valeur minimum d'enrobage, celle-ci va intégrer la classe structurale de l'ouvrage et sa classe d'exposition. Par exemple, sur une classe de durée de vie d'ouvrage supérieure à 50 ans, pour lequel on aura un environnement XC1, la norme indique un minimum d'enrobage de 2 cm, soit 20 mm. Ensuite, on va ajouter différents critères. Un enrobage minimum pour tenir compte d'une tolérance de chantier, un enrobage vis-à-vis des conditions d'environnement, un enrobage minimum vis-à-vis des conditions d'adhérence
et ensuite des réductions potentielles si on utilise par exemple des aciers inox. L'ensemble de ces coefficients sont explicités en TD. Vous avez par exemple les aspects d'adhérence, c'est min B, tolérance d'exécution, delta CDF, avec une valeur minimale liée aux conditions de chantier, des conditions sur l'environnement avec C min dur, delta C dur ST, et ainsi de suite. L'ensemble de ces paramètres sont justifiables dans des tableaux figurant dans l'Eurocode, permettant d'obtenir l'enrobage des armatures. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces enrobages vont donc varier entre 1 à plusieurs centimètres en fonction de l'usage de la structure et de son environnement. Le calcul de ces enrobages permet de garantir la durabilité d'une structure. D'autres dispositions constructives existent au niveau des espacements d'armatures. Lorsque l'on doit utiliser plusieurs armatures, on évite des paquets de 3 armatures superposées. Par contre, on peut très bien superposer 2 armatures. On veille systématiquement à garantir, comme indiqué précédemment, un espacement minimum entre armatures permettant un bon enrobage. La dernière disposition constructive concerne les zones d'extrémité. En effet, dans certains cas, nous n'avons pas assez d'ancrage possible dans le béton. Il faut alors courber l'armature. Celle-ci ne se fait pas de façon improvisée, mais se fait autour d'un mandrin avec un centrage qui dépend du diamètre de l'armature. Nous pouvons ensuite calculer la longueur nécessaire de l'armature pour garantir un parfait transfert de charge entre l'armature et le béton. Nous avons donc terminé l'ensemble de ce cours destiné aux poutres en béton armé et nous pouvons donc aborder la partie TD. Merci de votre attention.